ça a été un match dur, très compliqué. Il y a eu un vrai soulagement. Est-ce que c'est un match fondateur? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'équipe de France est devenue plus forte après le Paraguay, Olivier? Ah ben indéniablement, indéniablement. Moi j'ai adoré la façon dont tout le monde est resté, j'ai envie de dire presque zen, complètement pendant plus de 90 minutes. Après les injustices, après tout ce qu'on a pu voir, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est, non, franchement, un état d'esprit remarquable. Moi, j'ai aimé les sourires, j'ai aimé comment dire, le côté même décomplexé. Ils étaient sereins, les Français. Moi, franchement, ils m'ont impressionné. Ils m'ont impressionné de calme, de sérénité. Comme l'a dit, comment il s'appelle, Ibrahimovic, non pas Ibrahimovic. Attention, là, quand on est sur les noms, là, ça devient glissant. Si, c'est Ibra, c'est Ibra. Moi, si j'étais là, je pense qu'aussi j'aurais été exclu parce que avec ce qu'on a vu et le comportement de l'arbitre, bon, d'accord, mais non, mais c'est. Attendez, et vous savez quoi, Camille va mieux le faire, je pense que sur Zlatan. On va allez-y sur la déclat de Zlatan. Oui, alors c'est Deschamps, le roi de l'anticipation, donc le sélectionneur des Bleus. On a appris grâce à Hugo Delon, qui les suit, qu'il n'a pas seulement préparé le match ni la victoire, mais aussi la fin, parce qu'il se doutait qu'il pouvait y avoir aussi des embrouilles sur le terrain. Donc il a eu peur que cela ne dégénère et il rappelait justement aux diffuseurs, à l'époque j'avais dû sortir Kylian en 2018 contre l'Uruguay parce qu'ils allaient me le découper. Ce soir, j'ai demandé aux 2 joueurs les plus costauds sur le banc qu'ils aillent tout de suite le protéger à la fin parce qu'on ne sait jamais, le match n'est jamais fini, que je ne perde pas de joueurs. Et c'est peut-être l'un des seuls sélectionneur à prévoir autant de choses, ce que salue Zlatan Ibrahimovic, consultant pour Fox et qui est totalement fan du boss des Bleus. Il ne coach pas le match que tout le monde regarde. Il coach le match qui est sur le point de se produire. Didier crée des solutions avant même que les problèmes n'existent. Les gens appellent ça de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'expérience. C'est comprendre le rythme d'un match mieux que tout le monde. Et sur le terrain, on a eu aussi la démonstration avec l'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola. Ce dernier qui ne faisait pas un mauvais match, mais encore une fois, Didier Deschamps a senti le coup et on a eu la preuve avec ce penalty obtenu par Désiré Doué qui a ensuite définitivement libéré les Bleus. Non. Merci Camille. Alors, je reviendrai avec vous, Olivier, tout à l'heure. Mais Émilie, j'aimerais savoir si pour vous aussi ce match est peut-être un acte fondateur pour cette équipe de France. Je parle de l'état d'esprit du groupe. Pour moi, ils ont gagné la guerre des nerfs, en fait. Et cette équipe de France, on ne l'avait jamais vue comme ça. Pour moi, c'est un des matchs les plus compliqués qu'ils auront à jouer, certainement, dans leur carrière, parce qu'il est unique, ce match. Ils n'ont pas joué leur football, ils ont dû jouer avec leur mental. Et on a vu, pour la première fois, que toutes ces individualités avaient du caractère. Individuellement et collectivement, parce qu'ils se sont défendus entre eux et qu'ils ont gardé finalement tous la même ligne de conduite, alors que honnêtement, il y avait de quoi effectivement péter les plombs et on l'aurait compris sur 1 ou 2 joueurs. On a tous salué quand même le tacle de Koné qui est arrivé au bon moment. On a senti le soulagement après le penalty, mais j'ai trouvé que dans leur état d'esprit, on n'avait jamais vu les Bleus comme ça. J'espère qu'on n'aura pas à les revoir comme ça, parce que c'était vraiment pour moi un match exceptionnel à mettre entre guillemets. Mais oui, au niveau du mental, ils n'auraient pas pu rencontrer une épreuve aussi difficile, donc forcément c'est fondateur. Bon, alors, on a retrouvé et on a Loïc Tanzi, attention, invité exceptionnel de l'équipe de Greg, donc mesdames, messieurs, Loïc Tanzi, depuis les States, mesdames, messieurs, c'est incroyable, regardez-le comme il est bien là. Oh là. Ça va Loïc? On est pas mal, franchement. Ah, ça va super, franchement. Bon. Ça fait un mois qu'on est là déjà, mais on prend du plaisir et tout va bien. Ouais. Il a le sourire comme les joueurs de l'équipe de France. Tout d'abord, Loïc, petit point sur l'équipe de France là, depuis le Paraguay. Voilà, qu'est-ce qu'ils font les Bleus? Qu'est-ce qu'ils ont fait là dernièrement? Plutôt logique pour l'instant sur la suite des événements. Il y a un entraînement hier à l'université de Bentley. Ils ont retrouvé Boston donc dans la nuit après le match face au Paraguay. Il y a un nouvel entraînement aujourd'hui à 16h parce qu'à chaque fois, les joueurs de l'équipe de France se calquent sur les horaires de match. Donc on s'entraîne à 17h. Jusqu'à maintenant du côté de l'équipe de France, donc 23h en France. On avance d'1 heure puisque le match, ce quart de finale sera à 16h, à 22h heure française. Donc il y a entraînement aujourd'hui à 22h pour cette équipe de France à la Bentley University. Ici, à une demi-heure de Boston, il y aura avant ça une conférence de presse de Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Loïc, vous qui avez croisé les Bleus, on en parlait avec Olivier il y a quelques instants, on a le sentiment que ce fameux match du Paraguay, on est au-delà du football, mais sur l'état d'esprit du groupe, il a soudé. Alors vous nous avez rabâché que le groupe vivait bien, mais là on sent qu'il y a un peu l'union sacrée dans cette équipe maintenant depuis cette rencontre.
C'était déjà le cas depuis le début de la compétition, honnêtement. On se pose la question vraiment de savoir depuis le début, est-ce que c'est pas le meilleur groupe en dehors du terrain de l'histoire récente de l'équipe de France? Parce que, alors oui, on parle d'une équipe jeune, c'est pas vraiment une équipe jeune. Hein. Il y a 26 ans de moyenne d'âge, c'est à peu près similaire à ce qu'il y avait en 2022. C'est un petit peu plus vieux même que 2018, quand l'équipe de France avait été championne du monde. Mais on se pose vraiment la question, puisqu'il y a un écart un peu resserré, il y a moins de joueurs âgés, il y a moins de joueurs très jeunes, et il y a vraiment un noyau dur de joueurs qui ont entre 24 et 28 ans, les joueurs qui partagent tout en dehors du terrain, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils jouent au même jeu, au Uno, au Ludo, qui est un petit jeu sur tablette, notamment dans les avions. Ils parlent des mêmes choses, ils parlent de la NBA, par exemple, ils ont regardé beaucoup les finales NBA entre les Spurs et les Knicks en tout début de compétition. Donc c'est un groupe qui vit très bien ensemble et qui arrive aussi à se dire les choses, c'est-à-dire quand ça va un petit peu moins bien, quand il y a des problèmes sur le terrain ou quand le sélectionneur a besoin d'un peu d'hausser le ton parce que c'est arrivé depuis le début de la compétition, c'est des joueurs qui sont capables d'aller voir les autres en disant bon maintenant il faut que tu te remobilises. Ils se parlent un peu plus franchement que c'était un joueur plus âgé qui parlait à un joueur très jeune où là il y a un décalage de génération dans la façon de parler, par exemple la façon d'appréhender les choses. Et on sent que dans le groupe, en tout cas jusqu'à maintenant, on espère que ça va durer jusqu'au bout, il y a une vraie cohésion et ça semble très bien se passer. Loïc, vous restez avec nous. On est avec Olivier Rouillet, Émilie Ross, Karim Benani, Benoît Trémoulinas. Alors, il nous dit le groupe vit bien, mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment voilà, si le groupe va rester soudé. Et ce match-là nous a prouvé que quand c'était dur, ils étaient capables de ne faire qu'un, en fait. Et effectivement, Loïc a tout bien résumé. Et c'est bien d'avoir ces infos aussi extérieures parce que nous, on ne les a pas forcément et on se demande aussi comment le groupe vit à l'extérieur des matchs, à l'extérieur de tout ça. Ils ont fait preuve quand même de beaucoup de sang-froid face aux Paraguayens, on va le dire et le redire. Je pense que n'importe quel joueur aurait pu péter les plombs parce que clairement, les Paraguayens jouaient les pénaltys, donc ils les ont agressés. Physiquement, ils ont vraiment appuyé sur les tacles. Ils cherchaient vraiment à les faire dégoupiller. Est-ce que les joueurs d'équipe de France prennent un carton rouge ou des cartons rouges? Ce qui a été fort dans cette équipe, c'est qu'effectivement, on a vu cette cohésion, on a vu cette alchimie entre tous les joueurs. On les a vus solidaires. Dès qu'il y avait un joueur qui était un petit peu chahuté direct, il y en a 3-4 qui arrivaient pour faire bloc. Ça, c'est important et ça montre beaucoup de choses. Ce qui est important pour la suite, pour l'équipe de France, c'est qu'en fait, sur cette Coupe du Monde, ils ont vécu tous les scénarios. Et à chaque scénario, ils ont répondu présent positivement et à chaque fois, ils se sont sortis de tout ça et grandis. Ils sont sortis grandis de tous ces matchs. Donc on se demande qui va arrêter cette équipe de France. Moi, clairement, elle me fait peur tellement elle est forte. Non, mais c'est vrai, hein. Elle est tellement forte qu'elle me fait peur, cette équipe de France. Elle est capable de terrasser aujourd'hui tout le monde. On l'a vu sur les différentes déclarations, notamment de Mbappé. On est prêts, nous aussi, à mettre les mains dans la merde. C'est exactement, on les attendait là aussi. Et ils ont répondu présent. Donc voilà, ce sera un tout autre match face au Maroc, un peu plus ouvert. Mais l'équipe de France, bien sûr, est la grande favorite pour remporter la Coupe du Monde. Et je me tourne vers vous, Karim, mais c'est vrai qu'on se projette déjà sur le Maroc. Au final, on se dit que c'est très bien que ça soit passé comme ça, peut-être par rapport au Paraguay. Au final, c'est ce qu'il fallait, peut-être un vrai test avant de jouer le Maroc. Mais oui, de toute façon, dans une grande compétition, vous avez toujours ce match charnière. Et moi, je pense vraiment que ce match contre le Paraguay est le match charnière où, à la fin, Deschamps a dû leur dire, vous voyez, même ce genre de match, comme le disait Benoît, vous arrivez à les gagner. Et il le dit d'ailleurs en conférence de presse, il dit parfois c'est quand même bien de gagner comme ça plutôt que d'aller gagner 3-4-0 en jouant du bon football. Là, on a joué un football plus difficile, plus âpre et on a réussi à le gagner. Et quand vous regardez l'histoire récente, pour reprendre les termes de Loïc, de l'équipe de France, ou en tout cas l'équipe de France quand elle a réussi à faire une épopée, à minima finale d'une grande compétition. Souvenez-vous, 98, il y a ce match contre l'Italie au Stade de France qui est difficile, ils vont au tir au but, c'est vraiment galère, les joueurs français jouent contre des joueurs qui sont des potes en fait, puisqu'ils les connaissent dans les clubs italiens, et ça passe au tir au but, et ce match-là a été une sorte de match charnière pour eux. 2006, même si on va pas au bout, le match contre l'Espagne, tout le monde voulait envoyer l'équipe de France, et notamment Zidane à la retraite, et ils gagnent ce match-là, et dans le vestiaire, il y a eu cet élément-là et c'est pour ça que derrière, ils arrivent à faire cette épopée. 2018, de la même manière, le match contre l'Uruguay est très difficile, où ils arrivent après, derrière, à aller au bout. Donc voilà, vous avez toujours un match charnière et je pense sincèrement que ce match
va permettre à l'équipe de France d'aller au bout de cette compétition. On a Loïc encore avec nous, Loïc, avec en plus quand même un élément dans cette équipe de France. On a bien compris que Kylian Mbappé était vraiment le capitaine de cette équipe, quoi. L'importance de ce capitaine dans ce groupe. Oui, on l'a encore plus vu après le match face au Paraguay, mais il est vraiment depuis le début de la préparation, depuis qu'il a débarqué à Clairefontaine au tout début, fin du mois de mai, avec les plus jeunes, par exemple avec Robin Risser, qui est un joueur qui vient d'arriver en équipe de France, qui est le troisième gardien de cette équipe de France, qui a priori pas un rôle très important à jouer dans cette équipe de France. C'est un symbole parce que depuis le début de la compétition, il va le voir, il va lui demander comment il va lui demander s'il a besoin de quelque chose pour que ça passe plus vite dans cette compétition. Il va le motiver aussi à l'entraînement pour qu'il soit le plus performant possible à l'entraînement. C'est vraiment le symbole d'un vrai capitaine, pour le coup. Et ça s'est vu ensuite, parce que les joueurs lui rendent très bien. Le Paraguay, ça a été une réponse du groupe envers le capitaine. Quand il a fallu aller protéger Kylian Mbappé, ils sont tous allés. Quand il a fallu aller parler aux Paraguayens, quand il a fallu essayer aussi derrière de prendre les coups pour Mbappé, on l'a vu Ousmane Dembélé juste avant le pénalty tiré par Mbappé. Donc ils arrivent tous à mettre leur ego de côté pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que la compétition est encore longue. On espère que ça va durer comme ça. Et il y a une alchimie qui a été trouvée dans ce groupe-là. Et moi, ça fait 10 ans que je suis l'équipe de France. Depuis 10 ans, j'ai pas vu un groupe aussi soudé. Il y a toujours eu des problèmes avec les joueurs qui jouaient moins. Des problèmes entre les générations, entre les plus vieux qui avaient du mal à connecter avec les plus jeunes. Là, pour le coup, ça n'arrive pas. Il y a vraiment on a l'impression que les 26 sont connectés. Magnifique. Il nous donnerait presque la chair de poule, je veux dire, quand il parle comme ça. C'est beau. Quand il parle, c'est beau. Ça devient beau maintenant. Candice. Oui, quelques chiffres pour appuyer cette théorie, comme quoi cette équipe est plus forte alors que jamais, en tout cas sous l'ère Deschamps. C'est le cas en Coupe du Monde. Les chiffres des buts marqués et des buts encaissés. Regardez, en haut, voilà, en rose, ce sont les buts marqués par match en moyenne. Et bien en 2026, on est à 2,8 buts marqués. On l'a pris sur les 5 premiers matchs, évidemment. Donc ça monte. Et puis ça baisse pour les buts encaissés, autant qu'en 2014 après 5 matchs. Donc on marque plus en encaissement. Ouais, les courbes sont fantastiques. Merci beaucoup, Candice. Loïc, information importante également sur le groupe, l'équipe de Greg. En ce moment, un homme brille, hein, vraiment, et on peut le dire, c'est Karim Benani au niveau des jeux, quoi, depuis le début de la Coupe du Monde. Loïc n'est pas au courant, mais je sais pas, peut-être vous êtes décomplexé depuis le départ de Loïc. C'est étonnant qu'il ne soit pas au courant parce que la presse américaine on a parlé. Et ils en parlent sur clair. NBC, tout ça, les chaînes là-bas, locales. Voilà, vous pouvez le féliciter peut-être, Loïc. Vous pouvez le féliciter peut-être, Karim, qui fait vraiment une Coupe du Monde exceptionnelle. Non, qui dit gamme, non. Moi, je suis pas fair play, je félicite pas les adversaires, moi. J'attends de revenir et de gagner sur le terrain. Moi qui pensais que nous étions comme ça, bah alors... Non, mais il y a l'état d'esprit de l'équipe de France et il y a l'état d'esprit de Loïc Tanzi, si vous voulez, c'est pas la même chose. Il est nul au jeu, en plus. Bravo. Merci beaucoup, Loïc. On vous laisse prendre le petit-déj, parce qu'on a bien compris que derrière vous, c'était le petit-déj. Merci. Non. Allez, ciao, Loïc.